Dans exactement une semaine, on sera en plein week-end WrestleMania et on sortira tout juste de la première nuit du show le plus important de la WWE. Et si d'habitude les fans sont surexcités à l'approche de l'événement et que c'était particulièrement le cas l'an dernier avec une route vers WrestleMania incroyable et remplie de rebondissements, depuis quelques semaines on entend beaucoup de critiques sur la construction du 41e WrestleMania de l'histoire. Certains trouvent que les histoires ne sont pas assez développées, d'autres que les matchs les plus importants ne font pas forcément rêver, ou encore ils sont déçus que des combats très attendus n'aient finalement pas lieu. Bref, cette route vers WrestleMania est très critiquée et donc je voulais en parler avec vous. Du coup, même si au moment où j'enregistre cette vidéo, il manque certainement des matchs sur la carte, on va discuter ensemble des histoires racontées et essayer de pronostiquer les résultats. Et restez bien jusqu'au bout puisqu'on parlera évidemment de la construction générale de la carte et des matchs qui seront certainement rajoutés cette semaine. Donc ne perdons pas de temps, plongeons dans le vif du sujet et voyons ensemble si WrestleMania 41 va bel et bien être un échec. Alors rapidement avant de commencer, je voulais quand même faire quelques petites annonces. Déjà, je sais que certains d'entre vous seront sur place à Las Vegas pour WrestleMania, donc de 1, je suis jaloux. De 2, j'invite tous ceux qui, comme moi, regarderont ça tristement depuis chez eux à me rejoindre en live sur twitch.tv/Monsieur Hawkin. Je serai avec vous pour regarder le show à partir de minuit 30 dans la nuit de samedi à dimanche, puis dans la nuit de dimanche à lundi. Et enfin, pour tous ceux qui sont sur place, tant que vous y êtes, n'hésitez pas à passer au show BZW qui aura lieu le jeudi 17 avril parce que c'est le seul show francophone de la semaine WrestleMania, donc c'est toujours sympa de venir donner un peu de force. Allez, juste un dernier petit message, après la vidéo sur WrestleMania 41 qui du coup va sortir le mercredi 23 avril, donc juste après WrestleMania, je prendrai une petite pause, donc en gros il n'y aura pas de vidéo le dimanche 27 et le mercredi 30, parce que oui, j'ai pris aucune réelle pause depuis le début, sauf quand je partais une semaine et que j'avais prévu des vidéos à l'avance. Donc là je vais quand même me reposer un petit peu et on retrouvera début mai un rythme classique avec la vidéo tous les dimanches et une vidéo le mercredi comme d'habitude. Voilà, je suis pas John Cena, je vous quitte pas, il y aura juste une petite vidéo qui saute le dimanche et il n'y en aura pas non plus le mercredi d'après. Et sur ce, maintenant que toutes les informations sont passées, on peut parler de la carte de WrestleMania 41. Alors, pour commencer, je voulais parler d'un des matchs qui a certainement été le plus critiqué dans cette route vers WrestleMania, alors que pourtant c'est censé être un des plus importants, celui pour le titre mondial entre Gunther et Jey Uso. Alors, vous le savez sûrement, pour obtenir ce match, Jey a remporté le Royal Rumble en éliminant John Cena, et déjà cette décision avait été vivement critiquée début février, mais depuis ça s'est pas forcément arrangé. En fait, l'idée de la WWE dans tout ça, c'était d'offrir à Jey Uso une histoire à la Kofi Kingston ou à la Daniel Bryan, c'est-à-dire celle de l'underdog soutenu par les fans qui crée l'exploit sur la plus grande scène du monde, sauf que j'ai l'impression qu'ils ont pas réellement réussi. Personnellement, j'étais pas contre l'idée de donner la victoire du Royal Rumble à Jey Uso, parce que même si c'est évidemment pas le plus grand de tous les temps, on est obligé de reconnaître qu'il a une réelle connexion avec le public, mais je trouve que l'histoire racontée juste après sa victoire n'était vraiment pas terrible. En fait, pendant des semaines, on a eu le droit au même segment en boucle avec des attaques de Gunther sur Jey et une rivalité qui n'évolue pas plus que ça, alors que je pense que par exemple des échanges au micro auraient pu être plus intéressants pour insister sur le côté prétentieux du champion, et il a finalement fallu que Jimmy se mêle de l'histoire pour qu'elle commence à m'intéresser un peu plus. Et oui, vous le savez, après les quelques botches de Jey Uso dans les shows hebdomadaires, qui clairement n'étaient pas volontaires pour la storyline, en tout cas certainement pas celui du topé raté, Jimmy lui a tenu un discours de motivation avant de défier Gunther à un match en lui donnant une gigantesque claque qui d'un coup a bouleversé toute cette histoire. Suite à ça, Jimmy s'est fait absolument détruire il y a 2 semaines à Raw, se faisant ouvrir le crâne sous les yeux de son frère impuissant menotté aux cordes, et très franchement, ce segment et ce changement de direction m'ont énormément plu. Alors non, c'est toujours pas le match que j'attends le plus à WrestleMania, mais l'idée de surfer sur les critiques et sur les ratés de Jey pour en faire une histoire, je trouve ça extrêmement malin, et voir Jimmy motiver son frère en lui rappelant qui il était au début de la Bloodline, c'est quelque chose de très intéressant qui me donne envie d'en voir plus. D'ailleurs, le dernier segment entre les deux ce lundi à Raw, je l'ai trouvé très cool, voir un Jey Uso nettement plus sérieux et motivé qui annonce qu'il n'a plus peur de Gunther, j'ai vraiment adoré, et même si ça me paraît évident que Jey va gagner, j'ai quand même hâte de voir ce que tout ça va donner. Et oui, faut pas oublier non plus qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise et la WWE peut décider finalement de faire gagner Gunther pour mettre une clim à tout le monde, et si derrière en plus ça permet de relancer une histoire avec les Usos en équipe qui tentent de remonter la pente, je pense que ça peut vraiment me plaire. Parce que oui, c'est aussi un petit peu ça le problème de cette rivalité, vous le voyez, sans Jimmy cette histoire elle était quasiment au point mort, et le fait de me dire qu'il n'aura pas de match à WrestleMania alors qu'il est presque plus important que les deux principaux intéressés de cette histoire, je trouve ça un peu décevant. Mais bon, comme à chaque fois, je compte sur vous pour me donner votre avis et surtout votre pronostic dans les commentaires, parce que même si la victoire de Jey me paraît assez inévitable, peut-être que vous allez réussir à me faire changer d'avis. Mais allez, passons au reste de la carte, et si on a commencé en parlant d'un match de championnat dont l'histoire n'était pas passionnante à la base, je voulais continuer en abordant un match qui pour moi illustre quasiment tout l'inverse, Jade Cargill contre Naomi. Alors non, encore une fois, c'est pas celui que j'attends le plus à WrestleMania, et on parlera des quelques côtés négatifs après,
Mais je trouve que la WWE a plutôt bien géré cette histoire pour la rendre importante sans pour autant qu'il y ait de ceinture en jeu. Déjà, pour ceux qui savent pas d'où sort ce match, la rivalité s'est lancée officiellement le mois dernier lors d'Elimination Chamber, puisque Jade Cargill a fait son retour de blessure pour attaquer Naomi. Et si ce soir-là on comprenait pas exactement ce qui se passait, Bianca Belair a confronté sa partenaire dans les semaines suivantes pour l'obliger à dévoiler la vérité. En fait, si Cargill était blessée depuis plusieurs mois, c'est parce que Naomi l'avait attaqué sur le parking pour prendre sa place dans l'équipe avec Bianca Belair, ce qu'elle a totalement réussi à faire, puisqu'elle a même réussi à devenir championne avec elle. Et donc, logiquement, Jade Cargill est déterminée à prendre sa revanche, d'où les attaques à répétition depuis Elimination Chamber et l'organisation de ce match à WrestleMania. Et là, pour moi, on n'a pas besoin de plus. On a une histoire logique et simple qui investit plutôt bien les fans, une Naomi plus intéressante et pertinente que jamais, et une Jade Cargill qui cherche toujours à se construire et qui, spoiler, va gagner le match. Oui, en vrai, arrêtons de garder un faux suspense, pour moi, il n'y a aucun monde dans lequel Naomi repart avec la victoire, et j'ai presque envie de dire malheureusement, parce qu'elle est vraiment sur une pente ascendante et j'aime beaucoup son heel turn, mais on comprend bien que le but de tout ça, c'est de crédibiliser Jade en lui offrant son premier match en 1 contre 1 sur la plus grande scène du monde. Donc voilà, c'est aussi ça le petit côté négatif de tout ça, le match est extrêmement prévisible et je pense pas qu'il sera très bon honnêtement. Naomi peut certes proposer des choses sympas, mais c'est pas non plus la plus grande de tous les temps, et même si Cargill a progressé, elle est loin d'être au niveau d'une Charlotte ou d'une Bianca Belair, mais justement, je pense que le fait de lui donner un match de milieu de carte cette année, ça sert certainement à encore la faire évoluer. Mais voilà, pour conclure, j'ai quand même hâte de voir la finalité de cette histoire, et d'ailleurs pour rester dans la division féminine, on va maintenant parler d'un match sur lequel malheureusement je vais pas avoir beaucoup de choses positives à dire, celui pour le titre de la WWE entre Tiffany Stratton et Charlotte Flair. Comme Jey Uso, Charlotte est venue à bout de 29 autres catcheuses il y a 2 mois lors du Royal Rumble pour obtenir ce match, et là aussi, beaucoup ont été déçus de sa victoire et de l'histoire racontée avec Tiffany Stratton. Et pour moi, c'est même pire qu'avec Jey Uso. Parce que déjà, j'ai vraiment pas envie que Charlotte gagne, et pourtant, plus le temps passe, plus je me dis qu'elle va certainement remporter son 15e titre de championne à WrestleMania, ce qui pour info lui ferait dépasser le palmarès de Randy Orton, mais surtout, l'histoire ne s'améliore vraiment pas du tout à l'approche du plus grand show de l'année. Clairement, Tiffany Stratton n'est pas au niveau dans les échanges au micro, je trouve que ce qu'elle fait est beaucoup trop scripté et presque robotique, et même si on est d'accord, elle a largement le temps d'évoluer dans sa carrière, à l'heure actuelle, ça m'aide pas à m'investir dans cette histoire. À côté de ça, les deux se permettent de partir dans tous les sens dans leurs discussions et même peut-être de sortir du script, ce qui rend les segments vraiment gênants je trouve, et au-delà de ça, j'arrive absolument pas à m'intéresser à cette rivalité. La construction me paraît fade, je vois aucune raison de m'investir à 100% derrière l'une ou l'autre, et même si, comme je l'ai dit, j'espère voir Tiffany Stratton conservée pour éventuellement donner à Charlotte Flair de nouvelles histoires dans l'après-WrestleMania, j'arrive même pas à établir un pronostic clair à l'heure actuelle. Si vraiment je devais me positionner, ce qui est quand même un peu le but de cette vidéo, je dirais certainement que Charlotte va gagner, parce que j'ai la sensation que la WWE est déterminée à lui donner plus de titres que son père, mais je sais pas, j'arrive vraiment pas à être intéressé par ce match. Et le pire, c'est que je suis quand même convaincu que dans le ring, ça va être une folie. Charlotte, peu importe ce qu'on pense d'elle, elle fait partie des plus talentueuses de l'entreprise, et Tiffany a beau être jeune et avoir des difficultés en promo, elle est très forte sur le ring aussi. Donc je sais qu'après le son de la cloche, je vais me régaler. Mais je sais aussi que si tout ça avait eu une histoire nettement meilleure en termes de qualité, on aurait pu avoir une rivalité bien plus importante. En plus, avec tout ça, on voit bien que les retombées du Royal Rumble sont assez décevantes, alors qu'à la base on avait tous énormément d'attentes, et clairement à l'approche de WrestleMania, les gagnants et gagnantes de l'Elimination Chamber ont des matchs nettement plus intéressants. Et justement, puisqu'on parle d'Elimination Chamber, autant aborder tout de suite le match de la gagnante de cette année, Bianca Belair, qui se retrouve dans un match triple menace sur la plus grande scène du monde, face à Rhea Ripley et Io Sky. Bon, là on a une histoire assez différente, Bianca a gagné l'Elimination Chamber et donc elle a un match contre la championne qui au moment de sa victoire était censée être Rhea Ripley, mais puisque cette dernière avait coûté à Io Sky sa place dans le Chamber, elle a décidé de lui offrir un match de championnat quelques jours plus tard, et entre autres à cause d'une distraction de Bianca Belair, Rhea a perdu son titre et n'avait donc jusqu'à présent pas de match à WrestleMania. Entre temps, la rivalité entre les trois a augmenté avec des échanges au micro et dans le ring, et notamment la semaine dernière avec ce match entre Io et Ripley dans lequel Bianca était arbitre spécial, et finalement la WWE a décidé ce lundi à Raw de transformer le match de championnat en un triple menace. Depuis, on a eu quelques petits changements dans la rivalité, notamment parce que Bianca Belair a commencé à être huée par les fans, une première depuis longtemps, et franchement, je trouve tout ça plutôt cool. En soi, j'ai pas énormément de choses à dire sur cette histoire, si ce n'est que je suis un peu déçu quand même du traitement qu'a reçu Io dans tout ça, parce que certes, elle a un match à WrestleMania, mais clairement, elle est au second plan de l'histoire racontée entre Belair et Ripley, et ça, c'est assez décevant. Même si je comprends que c'est le but de tout ça et que ça force le public à se ranger derrière elle, ce qui est vraiment cool, j'aurais quand même préféré que ce soit elle qui finisse par s'énerver pour demander un match à 3, histoire de montrer qu'elle n'a peur de personne, mais malheureusement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En plus, on va pas se mentir, je crois pas une seconde qu'elle puisse conserver à WrestleMania, ça me paraît évident que c'est Belair qui va gagner pour continuer sa série de victoires et lancer une rivalité contre Ripley dans les mois suivants. Et d'ailleurs, c'est le résultat qui me paraît le plus intéressant parce que si Rhea gagne, j'ai du mal à la voir river les épaules de Belair, et je trouverais ça vraiment dommage de lui donner un tombé contre Io Sky dans un match à 3.
Mais bon, encore une fois, l'histoire est loin d'être horrible, il y a certes quelques petits défauts et j'aurais certainement préféré que tout ça s'organise autrement, mais en soi je sais que le match va être excellent dans le ring et j'espère que Io ne va pas tomber dans l'oubli après tout ça. Et tenez, en parlant de tomber dans l'oubli, parlons d'un match qui lui est justement un peu oublié dans cette carte et dont on ne parle pas trop, celui entre AJ Styles et Logan Paul. Alors, la raison pour laquelle on n'en parle pas trop, elle est simple, il n'y a pas vraiment d'histoire forte entre les deux, si ce n'est l'élimination de Styles lors du Royal Rumble, qui a même pas tant été mise en avant que ça, et donc c'est presque même pire que les autres matchs dont j'ai parlé, parce que celui-là il passe presque inaperçu. On va pas se mentir, à moins que vous soyez fan absolu de AJ Styles ou de Logan Paul, ce qui bon serait un peu surprenant, il y a absolument aucune chance que ce combat soit celui que vous attendiez le plus, et même si ça me fait plaisir de voir Styles à WrestleMania et que je sais qu'on aura un beau combat, je pense qu'on aurait peut-être pu avoir quelque chose de plus intéressant à la place. J'en parlerai plus tard, mais à l'heure actuelle, le titre intercontinental féminin n'est pas prévu pour être défendu à WrestleMania, et dans la même veine, je pense qu'on aurait pu raconter quelque chose de cool entre Bayley et Roxanne Perez. Donc encore une fois, même si c'est sûr qu'on aura un match sympa en termes de catch, je pense qu'il n'est absolument pas nécessaire. En plus, de mon côté, je pense que l'entreprise va vouloir faire gagner Logan pour amplifier son côté détestable, et puisque j'ai arrêté d'imaginer qu'après ces rivalités, il serait présent bien plus souvent aux écrans, bah j'en ai pas grand chose à faire. Bon, là peut-être qu'avec tout ce que j'ai dit depuis le début, vous pensez que je suis giga aigri et que je déteste cette carte de WrestleMania, sauf que non, vraiment pas. Et je maintiens que la construction n'est pas si horrible que ce que tout le monde veut nous faire croire. Simplement, on est obligé de reconnaître que pour plusieurs matchs, elle est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer, et pour le coup, j'ai moins de problèmes avec des affrontements un peu moins construits, comme celui dont on va parler tout de suite, le match pour le titre des États-Unis entre LA Knight et Jacob Fatu. En fait, pour organiser ce match, la WWE ne s'est pas posé de questions, ils ont juste profité de la rivalité entre Jacob Fatu et Braun Strowman pour organiser un last man standing entre les deux, qui donnait au vainqueur une chance au titre des États-Unis, et c'est donc comme ça que Jacob Fatu s'est retrouvé avec son premier match sur la plus grande scène du monde. Là, je vais être clair, j'ai beau adorer LA Knight, je suis convaincu que Jacob Fatu doit gagner, et je pense d'ailleurs qu'il va le faire, parce que d'une part, il a largement prouvé qu'il était à la hauteur de détenir une ceinture, d'une autre, ça peut raconter quelque chose d'intéressant avec la bloodline de Solo Sikoa, puisqu'il peut ramener une ceinture dans le groupe et entrer en rivalité avec son ancien leader, mais en plus, on n'est pas à l'abri de voir Jimmy Uso s'intéresser à la ceinture après ça, et donc je pense que ça peut être très intéressant. On le sait aussi, Jacob Fatu c'est un catcheur incroyable, donc j'espère vraiment que la WWE va profiter de cette victoire pour le faire catcher plus régulièrement et donner du prestige au titre des États-Unis. Et à part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce match, si ce n'est qu'il me fait vraiment plaisir. Et bon, en l'occurrence, celui qui me fait un peu moins plaisir, c'est celui dont on va parler tout de suite pour les titres par équipe féminin. Je vais être clair, pour moi, ces ceintures ne devraient pas être défendues cette année à WrestleMania. Autant Liv Morgan a proposé des choses très intéressantes dans cette année, et clairement elle a sa place sur la carte, y a aucun doute là-dessus, autant je trouve que les ceintures tag team féminines n'ont pas été utilisées dans suffisamment d'histoires intéressantes pour justifier leur présence sur le show. Et au contraire, on aura l'occasion d'en reparler, mais au moment où je vous parle, aucun match pour le titre des États-Unis ou intercontinental féminin n'a été annoncé, à moins que ce soit fait à SmackDown, j'enregistre la vidéo avant, alors que je pense que c'est quand même bien plus important. Mais justement, le problème il est là. Au moment où je vous parle, je sais pas encore qui va affronter Liv et Raquel à WrestleMania, mais honnêtement, je vois personne d'autre que Bayley et Lyra pour aller affronter les championnes. Alors oui, vous, au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez déjà le résultat, parce que SmackDown a été diffusé, mais franchement, je vois pas comment la WWE peut nous sortir un résultat qui va me satisfaire. En fait, s'ils font gagner Lyra et Bayley, je vais être déçu parce que le titre intercontinental féminin ne sera pas défendu, alors qu'honnêtement, j'aurais préféré voir les deux s'affronter pour la ceinture, ou même un triple menace avec Roxanne Perez, voire un four-way avec Liv Morgan. Et s'ils font gagner une autre équipe ou qu'ils organisent un match à plusieurs, je vois pas non plus vraiment l'intérêt. Donc à la rigueur, si les titres étaient restés sur Naomi et Belair et que Jade Cargill n'avait pas encore fait son retour, on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant. Mais là, le règne de Liv et Raquel vient à peine de commencer, et personnellement, j'ai aucune attente vis-à-vis de cette défense de titre à WrestleMania. Du coup, je me doute que les championnes vont conserver parce que je vois pas de raison de les faire perdre, et très franchement, j'ai pas beaucoup d'espoir pour la division féminine par équipe après ça parce que je trouve qu'elle est toujours pas très bien gérée. Et justement, j'ai parlé vite fait du titre intercontinental féminin, donc ça va être l'occasion de parler de sa version masculine, puisqu'on l'a appris ce lundi à Raw. Braun Breaker défendra son titre dans un Fatal 4-Way contre Finn Balor, Penta et Dominic Mysterio. Alors là, c'est un peu difficile à pronostiquer pour moi, même si le match me paraît vraiment cool, parce que je sens que la WWE veut vraiment lancer cette rivalité entre Dominic et Finn Balor. On voit qu'il y a encore énormément de mésententes dans le Judgment Day, donc c'est sûr que tôt ou tard ils vont finir par se séparer, mais ce que je sais pas, c'est s'ils vont décider de faire ça autour de la ceinture. En vrai, j'ai plutôt la sensation qu'ils vont laisser le titre sur Braun Breaker, mais que Dominic va causer la défaite de Balor pour démarrer une histoire après WrestleMania, et même si j'aime beaucoup Braun Breaker, j'avoue qu'une victoire de Dom Dom ne me dérangerait pas du tout. Après, peut-être que la WWE veut lui donner une série de défaites à WrestleMania,
ce qui en vrai serait pas déconnant en vue de son personnage et ce qui pourrait peut-être lui permettre de faire un face turn d'ici plusieurs années. Parce que oui, si vous voulez mon avis sur la question, je pense pas du tout que Dominic Mysterio doit face turn aussitôt dans sa carrière, je pense qu'il a encore de belles choses à faire en tant que heel. Mais franchement, entre les histoires avec Braun et Penta, leurs talents respectifs et les tensions dans Judgment Day, ce Fatal 4-Way pour le titre intercontinental m'intéresse énormément. Du coup, vous le voyez, avec tout ça, on a quasiment fait le tour de la carte de WrestleMania, en tout cas des matchs annoncés, mais il reste encore quelques combats, dont un qui est sorti de nulle part ce lundi à Raw, Rey Mysterio contre El Grande Americano. J'ai vu beaucoup de critiques sur cette rivalité, alors que personnellement l'idée d'un personnage un peu comique incarné par Chad Gable ça me plaît bien, et si en plus ça peut lui permettre d'avoir un match à WrestleMania, je suis totalement partant. Parce que oui, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en gros la WWE a créé un faux luchador du nom d'El Grande Americano, qui est sans aucun doute Chad Gable avec un masque, il cherche d'ailleurs même pas à le cacher, et dans son idée de se venger contre les luchadors contre qui il a une haine depuis plusieurs mois, il s'est lancé en rivalité contre Rey Mysterio et sa LWO. Alors, c'est sûr que j'aurais peut-être préféré voir Gable poursuivre un titre, et franchement j'espère qu'il va gagner ce match pour faire des choses plus sérieuses dans l'après-WrestleMania, mais je trouve pas que cette histoire est décevante, et en plus, au vu de l'affiche, ça fait aucun doute que dans le ring, ça va être très bon. Mais allez, avec tout ça, il ne reste plus que 2 matchs à aborder, et en l'occurrence, c'est les plus importants puisqu'il s'agit des 2 main events. Et donc, on peut commencer en parlant de celui de la nuit 1, le triple menace entre CM Punk, Seth Rollins et Roman Reigns. Alors là, l'histoire est assez particulière puisqu'à la base, elle avait juste commencé entre Punk et Rollins avec le premier Raw sur Netflix au mois de janvier, mais Roman Reigns s'est retrouvé mêlé à ça lors du Royal Rumble après le craquage de Seth suite à son élimination. Et donc, après plusieurs attaques entre les 3 hommes, un triple menace a été organisé. Sauf que ce match, ce sera pas un simple triple menace. Vous l'avez entendu, ce match c'est le main event de la nuit 1, donc non, ni Charlotte Flair ni Jey Uso, pourtant vainqueurs respectifs des Royal Rumble, ne seront dans le main event de WrestleMania, puisque cette place est réservée à celui qui n'a jamais eu la chance de se retrouver à cette position, CM Punk. Et en soi, je comprends l'idée de la WWE de vouloir lui donner son main event de WrestleMania, mais j'en ai parlé sur Twitch et sur la chaîne secondaire dans le coin catch, je trouve ça un peu bizarre d'en avoir fait autant des caisses alors que c'est juste le main event de la nuit 1. C'est pas vraiment le main event qui va mettre un terme à tout le week-end. Alors oui, sur le papier, la WWE considère que WrestleMania a vraiment 2 main events, mais quand on connaît l'avis qu'avait CM Punk sur la question il y a quelques temps, c'est un peu bizarre à voir. Après, si vous suivez le coin catch, vous savez que je suis loin d'être un hater de CM Punk, bien au contraire, donc s'il est heureux de faire le main event, ça reste très cool pour lui. Et en plus, il s'est pas arrêté là, puisque la semaine dernière à SmackDown, il a officialisé la faveur qu'il demandait à Paul Heyman, en exigeant qu'il soit dans son coin lors de WrestleMania. Donc oui, on était nombreux à s'attendre à mieux, et je comprends que certains soient un peu décevants, mais pour moi, la WWE a la possibilité de quand même faire quelque chose de très cool. Parce que, évidemment, le fait que Heyman accompagne Punk à WrestleMania, ça met Roman Reigns hors de lui, et donc l'histoire met énormément Seth Rollins de côté. Sauf que, si vous vous souvenez de son histoire, c'est précisément dans ce genre de situation que Rollins arrive à briller. Il y a 10 ans, lors de WrestleMania 31, il s'est immiscé dans le main event entre Reigns et Lesnar pour voler le show et créer un des moments les plus marquants de l'histoire, et donc ça m'étonnerait pas que cette année, il remporte ce match pour créer la surprise en profitant, pourquoi pas, de l'aide de Paul Heyman. En plus, avec ce qu'on a vu ce lundi à Raw, c'est loin d'être impossible, parce que Seth s'est retenu de placer son stomp sur Heyman et il lui a dit qu'il lui devait une faveur en retour, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'excellent à raconter, et en tout cas, personnellement, j'ai adoré ce segment, d'autant que Rollins insiste sur le fait que ni Punk ni Reigns n'en a réellement quelque chose à faire de lui, et je trouve qu'avec tout ça, l'histoire devient de plus en plus intéressante. Parce que imaginons que la WWE décide réellement d'associer Heyman à Rollins, ça leur permettrait d'acter pour de bon le heel turn de ce dernier, puisqu'il serait vu comme un traître et un opportuniste, et les gens seraient très tristes de voir Heyman tourner le dos à ses 2 amis, et sincèrement, je pense que c'est ça la meilleure chose à faire. Pour moi, Punk et Rollins n'ont pas grand chose à gagner dans ce combat, d'autant qu'aucun titre est en jeu, et un Rollins totalement heel qui reprend un personnage sérieux et part dans une toute nouvelle histoire, je pense que ça peut être très intéressant à suivre. Donc oui, même s'il a déjà été mentionné par plusieurs personnes, peut-être que ce pronostic paraît fou, et j'imagine que vous allez être beaucoup à avoir de très bons arguments en commentaire pour me dire que Reigns ou Punk doivent gagner, mais en ce qui me concerne, je maintiens cette idée, et j'ai pour le coup vraiment hâte de ce match. Et d'ailleurs, c'est pas le seul match dont j'ai hâte, mais juste avant de parler du main event complet de ce week-end, il faut quand même qu'on aborde les potentiels combats qui n'ont pas encore été annoncés au moment où j'enregistre cette vidéo, mais qui peuvent quand même apparaître cette semaine sur la carte de WrestleMania 41. En soi, peut-être même que certains ont déjà été officialisés au moment où vous voyez cette vidéo, et je pense notamment à celui entre Damien Priest et Drew McIntyre, qui à la base m'intéressait pas trop, mais qui a réussi à venir me chercher dans ces dernières semaines, et puisque les deux ont une confrontation lors du dernier SmackDown, je pense que le match est déjà officiel, et peut-être même qu'il a déjà une stipulation. Ça me paraîtrait clairement être le choix le plus logique, parce que pour l'instant on n'a pas de caution violence sur la carte de WrestleMania, donc en soi si Drew et Priest nous régalent avec un petit street fight ou un false count anywhere, vraiment je dis pas non. Dans ce cas là je préférerais quand même que Drew gagne, parce qu'après sa défaite contre Punk il en a bien besoin pour passer à autre chose,
Et même si cette victoire n'aurait pas forcément énormément de signification, ça lui permettrait peut-être de se diriger vers des histoires plus importantes dans la deuxième partie de l'année. À côté de ça, on a le titre des États-Unis féminin qui n'est pour l'instant pas défendu à WrestleMania et qui pourrait pourquoi pas faire l'objet d'un match de l'échelle ou d'un match classique pour couronner une nouvelle championne, même si j'avoue que le règne de Chelsea Green est très sympa. Et puisque le titre intercontinental ne sera visiblement pas défendu, je pense que ce serait bien de mettre en avant celui des États-Unis. Dans la même idée où à la place de ce match, on peut aussi imaginer que les titres par équipe masculins seront défendus, alors certainement que ceux de Raw ou ceux de SmackDown, même si encore une fois pour l'instant ça n'a pas été annoncé. Mais bien sûr, c'est pas tout, parce que dans tout ça, il y a un match que j'ai pas abordé et qui pourtant avait bel et bien été annoncé quelques temps plus tôt, celui entre Randy Orton et Kevin Owens. On avait une histoire vraiment intéressante et intense entre les deux, mais malheureusement la semaine dernière, Owens nous a annoncé qu'il souffrait d'une grave blessure à la nuque qui le forçait à s'absenter pendant de très longs mois, et donc le match a été annulé et Randy Orton se retrouve sans adversaire. Encore une fois, pour l'instant, rien n'a été annoncé officiellement, mais j'ai vraiment du mal à croire que la WWE laisse Randy Orton sur la touche pour le plus grand show de l'année, donc pour moi, ils ont plusieurs options. Ils ont quelques solutions faciles qui consistent à mettre Orton contre un catcheur du roster, comme Solo Sikoa ou Karrion Kross qui n'ont pas encore de match à WrestleMania. Ils peuvent aussi le mettre contre Nick Aldis, le general manager de SmackDown à qui il a porté un RKO pour libérer sa frustration, ou bien encore, ils peuvent l'intégrer à un match déjà présent sur la carte pour essayer de simplement le placer. Sauf que pour moi, ça, c'est pas vraiment intéressant. En fait, s'ils choisissent une de ces options, ils n'auront pas d'autre choix que de raconter une histoire bâclée qui vise simplement à justifier la présence de Orton à WrestleMania. Et même si ça peut être sympa selon ce qu'ils font, je pense que c'est vraiment pas le truc le plus intéressant à faire. A l'inverse, je pense que s'ils décident de donner un adversaire surprise à Randy Orton, là on a de quoi se régaler. Déjà, c'est hyper logique, Nick Aldis peut vouloir se venger et dire à Orton qu'il va lui choisir un adversaire lui-même pour WrestleMania, mais qui ne lui révélera qu'au dernier moment. Et en plus, ça peut permettre de faire pas mal de choses intéressantes. On peut imaginer un Karrion Kross qui débarque en premier pour mettre une petite clim au public, d'autant qu'un certain nombre de gens veulent vraiment le voir affronter Orton à WrestleMania, mais qui finalement se fait interrompre par le vrai adversaire de la Vipère, l'homme dont le retour a été teasé depuis quelques semaines, Aleister Black. Alors, je sais que cette théorie, elle est déjà très populaire, donc je la sors pas non plus de nulle part, mais je pense que rajouter Karrion Kross dans la boucle en le faisant arriver avant Aleister Black, ça pourrait permettre de lancer une première rivalité entre les deux après WrestleMania, et si en plus on offre la victoire à Aleister après ça, ce qui me paraît logique, je pense que ça pourrait envoyer Orton du côté des méchants dans les mois à venir, et j'ai vraiment envie de voir ça. Encore une fois, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, et surtout si vous avez quelque chose de plus réaliste peut-être, je sais que certains imaginent voir Randy Orton intervenir dans le main event entre Cena et Cody, mais tant que j'ai pas plus d'infos avec les derniers shows de la route vers WrestleMania, je reste sur l'idée que ce que j'ai dit est la chose la plus pertinente à raconter. Mais allez, je viens de le mentionner, donc justement, parlons-en, le dernier match de WrestleMania 41, le main event de la nuit 2 qui est sans aucun doute le plus important puisqu'il est pour le titre de champion indisputé, celui entre Cody Rhodes et John Cena. Bon, en théorie, vous savez tous ce qu'il s'est passé, John Cena a gagné l'Elimination Chamber avant de tourner le dos aux fans dans un des moments les plus inattendus de l'histoire, et depuis, lui et Cody ont eu de nombreux échanges au micro dans lesquels les enjeux n'ont fait qu'augmenter. Parce que oui, au-delà de l'importance de la ceinture qui offrirait à John Cena son 17e titre mondial dans l'entreprise et ferait de lui le catcheur le plus titré de l'histoire, ce match peut avoir des conséquences immenses pour la WWE. Déjà, c'est le dernier de la carrière de John Cena à WrestleMania, puisqu'il est censé prendre sa retraite en décembre, mais en plus, il l'a dit lui-même, s'il gagne, il va partir avec la ceinture et obliger la WWE à en créer une nouvelle qui ne sera qu'un jouet. Cena sera alors le seul et vrai champion de la WWE et les autres catcheurs se battront pour un prix qui n'est que fictif, et donc dans tout ça, Cody se retrouve avec le rôle de défenseur de l'entreprise. Alors oui, c'est peut-être un peu cliché, mais personnellement, je trouve ça excellent. Le fait d'avoir le nouveau visage de la WWE contre celui qui a porté l'entreprise pendant plus de 10 ans et qui maintenant veut la détruire, c'est vraiment cool. Et même si dans le ring, je pense pas qu'on ait le meilleur match de Cody Rhodes, ni même celui de John Cena, je pense que l'histoire racontée est suffisamment intéressante pour investir tout le monde. En plus, encore une fois, c'est le dernier WrestleMania de John Cena, donc c'est sûr qu'il va absolument tout donner. Et d'ailleurs, même si c'est pour moi le match le plus difficile à pronostiquer de cette carte, je pense vraiment que c'est Cena qui va gagner. En fait, je me dis que s'il gagne et qu'il part avec la ceinture, ça implique tellement de choses folles par la suite que c'est exactement ce que j'ai envie de voir. Il a dit qu'il allait ruiner le catch pour tout le monde, et c'est précisément ce que je demande. Non, sérieusement, je sais pas du tout si la WWE va oser le faire gagner, ni même si c'est dans leur projet, mais si c'est le cas, je me dis qu'un petit Orton Cena à Backlash à Saint-Louis pour le titre, ça peut en régaler plus d'un, donc je pose l'idée là comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, je sais que personnellement je vais passer un très bon moment devant WrestleMania 41 parce que même si sa construction n'est pas parfaite et que beaucoup d'idées sont critiquables, la plupart des matchs vont certainement être excellents et les histoires les plus importantes ont réussi à m'investir. Donc pour répondre à la question qu'on a posée en début de vidéo, non, WrestleMania 41 ne sera pas pour moi un échec.
Après, comme d'habitude, je sais que vous allez avoir des avis très différents en commentaire, donc je compte sur vous pour vous exprimer, et si vous voulez en discuter plus longuement avec moi, je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description, et je suis en live 3 fois par semaine. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui n'aura rien à voir avec WrestleMania, et pour la review du show, comme je vous l'ai dit, ce sera le mercredi 23 avril sur cette même chaîne, et j'en profite pour vous le rappeler, après ça on ne se retrouvera que début mai parce que je me permets une petite pause pour reprendre des forces. Comme d'habitude, je vous remercie de votre soutien, et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne secondaire tout le reste de la semaine. C'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.